La sécheresse aurait fait 102 morts dans le sud. Le chiffre n'est pas encore recoupé. D'après le BNGRC, la réhabilitation des dégâts du cyclone Shedza nécessite un budget de 101 milliards d'ariars. L'État lance un appel à la communauté internationale pour bénéficier d'une aide d'urgence. Le bateau Minfeng n'a pas été arraisonné, affirme l'Alliance Vargas. De nouveaux bateaux ont de nouveau embarqué du bois de rose à Soner-à-Nivong depuis hier soir. L'exportation illicite de bois de rose ne connaît aucun répit dans cette région. Plusieurs policiers et ex-policiers ont été placés hier en garde à vue, soupçonnés de fuite dans le cadre d'une enquête judiciaire. Bernard Le Petit, le patron de la police judiciaire, fait partie des personnes interpellées. Et c'est parti, on va voir ce qu'on va voir. Oh mais regardez cette passe, ça va très vite, on se régale. On en prend vraiment plein les yeux. Oh le très beau geste. Et oui, et but! Si vous ne voulez pas vivre le foot à moitié, vivez 100% de la CAN Orange 2015 sur Canal+ Sport. Et oui, 100% des matchs en direct et en intégralité pour vibrer plus fort. Avec les commentaires de nos meilleurs experts et des émissions exceptionnelles pour décrypter toute l'actualité de la compétition. Bénéficiez de 5 milliards de remboursements pour tout premier paiement par Orange Money. Bonne CAN Orange 2015 sur les chaînes Canal+. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce journal. La sécheresse aurait fait 102 morts dans le sud. Le chiffre n'est pas encore recoupé d'après le BNGRC, le Bureau national de la gestion des risques et catastrophes aujourd'hui. La réhabilitation des dégâts du cyclone Shedza nécessite un budget de 101 milliards d'ariars. L'État lance un appel à la communauté internationale pour bénéficier d'une aide d'urgence. Sarah Koutenjin. Madagascar est touché de plein fouet par les catastrophes naturelles. Dans le sud, la sécheresse sévit dans les régions d'Ambouvmbé, Apani, Bekil, Ambosariatim et Belou. 5000 déplacés sont actuellement recensés. La famine aurait tué 102 personnes d'après des autorités locales. Ces chiffres sont encore à vérifier selon le BNGRC. Quant au cyclone Shedza, le nombre des décès s'élève à 74. 20 000 personnes sont émigrées, 140 000 sinistrés s'abritent dans des tentes de fortune. Madagascar a besoin de financement pour faire face à ces problèmes. Le budget nécessaire s'élève à 101 milliards d'ariars. Le BNGRC a déboursé jusqu'ici 2,6 millions de dollars, soit 6,77 milliards d'ariars, pour venir en aide aux sinistrés. Les aides se sont concentrées sur les zones inondées. Sur l'enveloppe de 6 milliards d'ariars dépensés, les sinistrés de la sécheresse n'ont pas encore bénéficié d'aide humanitaire, selon Rakutsan Reeds, responsable humanitaire auprès des Nations Unies. Le Sud n'est pas encore touché par la famine et qu'il s'agit de situations de malnutrition. Bien que les données sur place ne sont pas encore transmises au BNGRC, tous les critères d'intérêt ou malnutrition sévère sont remplis dans le sud. Et je venais juste de dire qu'actuellement nous avons une équipe mixte, multisectorielle pour une évaluation rapide de la situation. À partir de là, on pourrait peut-être avoir un point de situation beaucoup plus fondé. D'après le BNGRC, le prix de l'eau et des nourritures ont grimpé. Ils sont vendus 5 fois plus cher qu'en période normale.
Les présidents Marc Ravalomanana et André Rajoelina ne seront pas présents à la cérémonie de commémoration du 7 février 2009. Dans le processus de réconciliation, l'exemple vient d'en haut, selon le MAPAR. Quant à la mouvance Ravalomanana, elle a reçu une directive de ne pas émettre de réaction sur ce sujet. La situation reste au même point. Les 7 réunions au sommet organisées par le Conseil chrétien des églises de Madagascar n'ont pas fait beaucoup avancer le processus de réconciliation. Les pourparlers n'ont pas aplani les divergences entre le président Ravalomanana et le président de la transition André Rajoelina. Leur participation aux tables rondes n'était pas désintéressée d'après les observateurs. Ces 2 protagonistes visent chacun des objectifs purement politiques. 2 jours avant la commémoration du 7 février 2009, ils affirment qu'ils ne seront pas présents à la cérémonie. Sur le processus de réconciliation nationale, les exemples doivent venir d'en haut, d'après le député Nefra Oltin. La mouvance Ravalomanana, quant à elle, s'est abstenue d'émettre des réactions. Elle aurait reçu des directives de la part de l'ancien chef d'État. Aucune cérémonie officielle ne sera organisée par le régime actuel. Le samedi 7 février 2015 sera marqué par la journée dite de solidarité pour aider aux sinistrés du cyclone. Bonnet Jean-Pierre, président de l'AV7 de son côté, change de discours. Il n'a rien contre l'invitation du président Ravalomanana à la commémoration du 7 février, alors qu'un mois plus tôt, il condamnait encore le retour en catimini de l'ancien chef d'État et réclamait que Ravalomanana soit traduit devant la justice. Et le bateau au Minfeng n'a pas été arraisonné, affirme l'Alliance Voirgas. De nouveaux bateaux ont de nouveau embarqué du bois de rose à Soneranuvong depuis hier soir. L'exportation illicite de bois de rose ne connaît aucun répit dans cette région. La population de Soneranuvong vit sans défense sous la menace des 10 gros bonnets. Lili Rabiata. Qui sont ceux qui trompent le président de la République sur l'affaire bois de rose? Le déplacement des stocks de bois de rose à Soneranuvong ne connaît pas de répit. Un haut responsable en témoigne. 2 bateaux avec 3 gros bonnets ont de nouveau embarqué des rondins de bois de rose depuis hier soir. Qui sont derrière ces gros bonnets? Malgré l'avertissement lancé par le nouveau ministre de l'Environnement sur l'affaire bois de rose, il est sûr que des hauts responsables sont derrière le pillage des bois précieux des forêts. Plusieurs noms ont été déjà cités dans cette affaire de bois de rose. Pour rappel, l'ancien ministre de l'Environnement, Antelme Ramparan, est souvent cité chaque fois que l'on parle de trafic de bois de rose. Mais la suite des enquêtes se fait attendre. Le bateau Minfeng n'a pas été arraisonné, affirme Ndjiamanga Ange, coordinateur national de la VG. Par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière, nous attendons toujours aussi, comme vous, le résultat des enquêtes concernant le propriétaire du bateau Minfeng, trouvé et poursuivi dans les eaux territoriales malagasy. Après la poursuite, le bateau s'est enfui. Actuellement, selon nos informations, le ministère est en train de suivre par satellite et aussi à alerter les autorités CITES et l'Interpol. Donc nous attendons aussi les résultats de ces enquêtes. Où sont les forces de l'ordre? Où sont les hélicoptères et les vedettes? Où est la justice? Le Bianco, le Samifin? Où est le ministère de l'Environnement? Face à une telle situation, poser des questions de ce genre reste la seule option des journalistes. Prévu le 28 janvier, le paiement de la compensation des transporteurs urbains ne se fera pas pour bientôt. Aucun transporteur n'a engorgé l'argent de la compensation promise lors de la hausse des prix du carburant. Par ailleurs, les procédures de travail au sein de l'Agence des transports terrestres ont changé depuis les 2 derniers jours. Un problème de réseau en est la cause, expliquent les responsables au sein du ministère des Transports. Reportage. Les transporteurs commencent à douter sur le paiement de la compensation que le ministre des Transports a promis lors de la hausse des prix du carburant. La compensation est prévue appliquée sur la base de 30 litres de carburant par jour. Un contrat devrait être signé avant 16 heures afin qu'ils puissent bénéficier de la mesure. Les présidents de coopératives ne l'ont su que ce matin, affirme Rakutnerin Jean-Louis, président de la coopérative Tselach.
58 coopératives se regroupent dans l'UCTU ou Union des coopératives du transport urbain. 20 000 transporteurs devront alors être compensés de leurs dépenses supplémentaires à cause de la hausse des prix du carburant, et ce sur la base d'un contrat individuel. Un responsable du ministère des Transports a affirmé ce jour que le retard est causé par un problème de réseau téléphonique. Le ministre des Transports Ulrich Gadgettin a ce jour tenu un discours au Palais des Sports. Il a cité plusieurs objectifs du ministère sans pour autant mentionner le projet de compensation. La compensation de 140 arrières par litre n'a pas été évoquée. 43 milliards d'arrières, tel le budget de l'ATT pour l'effectivité de ce projet. Les transporteurs sur l'axe d'Ambatondjazak se plaignent de la dégradation des infrastructures routières causées par l'entreprise de production de chrome dans le district d'Alochamangour. Les barrières de pluie ne sont pas aussi respectées à cause de la corruption. Il faut 2 jours pour effectuer le trajet entre Antananarivo et Ambatondjazak. Olivan Chnial. Ces problèmes mécaniques au niveau des autocars n'est qu'une infime partie des problèmes causés par le délabrement des routes vers la plaine d'Alochamangour. Les transporteurs mettent désormais 3 fois plus de temps à parcourir la RN 44, 40% de la route est en très mauvais état. Les responsables des barrières de pluie ne font pas leur travail selon ces transporteurs. Ce n'était qu'après la plainte du député élu Ambatondjazak au niveau du ministère des Travaux publics que les grands travaux de réhabilitation ont commencé. Une solution passagère selon les locaux, car c'est l'entreprise Chrome qui finance la plus grande partie du gros œuvre. La RN 44 attend-il les prochaines campagnes de propagande faire espérer aux réhabilitations? Chaque année, dès que la pluie tombe, cette route, en majeure partie en terre battue, est quasiment impraticable. Et nous passons aux actualités internationales. Nous allons partir en France. Des policiers et anciens policiers ont été placés en garde à vue par l'inspection générale de la police nationale pour des suspicions de fuite dans le cadre d'une enquête judiciaire. Parmi eux figure le patron de la police judiciaire parisienne, Bernard Petit. L'enquête porte sur des fuites dans un dossier instruit à Paris. À la tête du Quai des Orfèvres, Bernard Le Petit, depuis sa nomination en décembre 2014 par Manuel Valls, avait succédé à Christian Flech, lui-même limogé pour une faute déontologique après une affaire similaire. France 24. L'an dernier, Bernard Petit, patron de la police judiciaire parisienne, prônait le devoir d'exemplarité alors que plusieurs de ces hommes étaient soupçonnés d'avoir violé une touriste dans les mythiques locaux du 36 Quai des Orfèvres. Aujourd'hui, c'est Bernard Petit lui-même qui est mis en cause dans une affaire qui bouscule jusqu'au sommet de l'institution. Il y a quelques mois en coulisses, certains policiers déclaraient, dépités, que l'institution justement ne pouvait pas descendre plus bas, éclaboussée par l'affaire du viol en avril, puis celle de la cocaïne en juillet. 52 kilos de drogue sous scellé dérobés dans une armoire de la brigade des stupéfiants. L'un des fonctionnaires du service dort depuis en prison. 3 affaires en moins d'1 an donc, cela fait à l'évidence mauvais genre. Alors la PJ parisienne a-t-elle entaché sérieusement sa crédibilité? Claude Cancès y a passé 35 ans et il espère aujourd'hui que ces scandales ne feront pas oublier l'abnégation de ses collègues, exprimée notamment lors des récents attentats. Je suis très triste, très triste. Ça fait beaucoup de mal parce que autant il y a à peine un mois j'étais heureux de voir les conditions dans lesquelles tous ces collègues avaient bossé et voir qu'aujourd'hui, par la faute d'un ou deux, hélas, le plus haut gradé, eh bien, cette image est un peu quand même ternie, il faut bien le dire. Bernard Petit, 59 ans, est en poste depuis un peu plus de 3 ans. Ironie de l'affaire, il avait remplacé au pied levé à la tête de la PJ parisienne Christian Flech, lui-même limogé pour faute déontologique, après avoir prévenu Brice Hortefeux d'une convocation à venir. Si les faits sont avérés dans ce nouveau dossier, Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, a promis d'être d'une fermeté absolue.
La Jordanie avait promis une riposte terrible après l'annonce mardi de la mort de son pilote brûlé vif par l'organisation de l'État islamique. Après le franchissement par l'organisation djihadiste d'un nouveau palier dans l'horreur en diffusant une vidéo dans laquelle le pilote de 26 ans est brûlé vif dans une cage, le roi Abdallah II s'est rendu dans le village natal du défunt et ses proches ont décrété 3 jours de deuil. C'est toujours un reportage de France 24. Ce village, perdu dans les montagnes, a vu grandir le jeune pilote jordanien assassiné par les djihadistes. Sous cette tente, les chefs tribaux arrivent de toute la région. Ils ont mis en sourdine leurs conflits ancestraux, le temps du recueillement. Une foule nombreuse pour une veillée funèbre sans cercueil et un père encore abasourdi. Je veux vraiment qu'ils nous rendent le corps de mon fils, pour que nous puissions au moins l'enterrer. Nous n'aurions jamais pensé être, nous, victimes de l'organisation de l'État islamique. Là, on réalise tous qu'ils sont un danger jusqu'ici, même pour nous. La guerre contre le terrorisme semblait lointaine pour ces villageois jusqu'à ce que l'un des leurs soit brûlé vif par les djihadistes. Un meurtre en vidéo que l'oncle du pilote a voulu voir de ses propres yeux. Je l'ai regardé du début jusqu'à la fin. J'ai été attristé, choqué. Brûler quelqu'un, c'est complètement interdit par l'islam. Cette famille pieuse d'instituteurs vit dans cette maison depuis toujours. Le jeune homme de 26 ans l'avait quitté il y a seulement quelques mois pour se marier. Ce soir, seules les femmes ont le droit d'y entrer pour pleurer l'enfant du pays. Nous sommes du clan des Kazazbé. Il est notre fils à toutes. Nous sommes tous Mouas. Nous sommes tous Mouas. Il est l'âme de la Jordanie. Le jeune pilote en est devenu un symbole, le héros malgré lui dont le pays avait besoin dans sa lutte contre l'organisation de l'État islamique. Et c'est le moment du rappel des grands points développés dans ce journal aujourd'hui. La sécheresse aurait fait 102 morts dans le sud. Le chiffre n'est pas encore recoupé d'après le BNJRC, le Bureau national de la gestion des risques et catastrophes. Aujourd'hui, l'État lance un appel à la communauté internationale pour bénéficier d'une aide d'urgence. Les présidents Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina ne seront pas présents à la cérémonie de commémoration du 7 février 2009 dans le processus de réconciliation. Pourtant, l'exemple vient d'en haut. Selon le MAPAR, le bateau Minfangossi n'a pas été arraisonné, affirme l'Alliance Vargas. De nouveaux bateaux ont de nouveau embarqué du bois de rose à Soneranvung depuis hier soir. L'exportation illicite de bois de rose ne connaît aucun répit dans cette région. Pour revoir ce journal dans son intégralité, n'hésitez pas à visiter notre site tv.cool.mg. Mais voilà, dans un instant, vous allez suivre une édition spéciale avec comme invité Ranji Azanakoul Yvon, dit Sarirak. Suivront plus tard 2 films avant d'aller dormir. C'est le titre du film. Et un peu plus tard dans la soirée, Reclaim. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'être resté avec nous. On se retrouve demain à la même heure, à partir de 20h45 sur Cool TV, bien évidemment. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Au revoir.